Mesdames et messieurs, bonsoir. Ces derniers jours, une scène d'une rare violence survenue à Ekpe a profondément choqué l'opinion publique. Une jeune femme a été violemment prise en partie, torturée, puis brûlée par des individus dans un acte d'une extrême brutalité qui interroge profondément notre rapport à la justice et à la dignité humaine, voire féminine. Au-delà de l'émotion, ce drame pose une question essentielle. Pourquoi et comment des citoyens en arrivent-ils à se substituer à la justice? Ce phénomène, souvent qualifié de justice populaire, interroge notre rapport à la loi, à l'autre et à nous-mêmes. Ce soir, dans Regard de société, nous proposons une analyse posée, sans complaisance, pour comprendre et prévenir. Bienvenue dans Regard de société. Pour en discuter, nous recevons ce soir des invités aux regards différents pour un échange franc, sans tabou, mais avec responsabilité. Elle est avec nous, Sena Arel Kodia, acteur social. Bonsoir Madame Kodia. Bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté de faire cette émission-là avec nous. Également sur ce plateau, Madame Ella Wamamara, elle est socio-anthropologue. Avec elle, nous analyserons les mécanismes sociaux et culturels qui expliquent l'émergence de la justice populaire. Madame Wamamara, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, monsieur le journaliste. Et évidemment, Théodule Nouati, vous êtes chercheur en droit public. Vous allez éclairer avec nous le débat en précisant le cadre légal, les responsabilités pénales et les sanctions prévues par la loi face à de tels actes. Monsieur Théodule Nouati, bonsoir. Bonsoir, chers journalistes, bonsoir, chers téléspectateurs. Merci, chers invités, pour avoir accepté de partager ce moment avec nous. Alors, face à ce drame survenu à Ekpe, que révèle cette affaire selon votre domaine d'expertise, Madame Ella Wamamara? Quel regard portez-vous sur cette situation-là, quand vous avez eu l'information? Merci. Bien évidemment, comme tout le monde, j'ai été très choquée. Choquée parce que c'est une partie de nous qui a été déshumanisée. C'est une femme. Et donc, c'est toutes les femmes qui ont été touchées. Choquées de voir qu'on en arrive à ce degré de bestialité envers une personne humaine dans un état de droit. Un état de droit qui s'est construit, qui s'est renforcé, qui a des mécanismes qui protègent les citoyens et les citoyennes. Choquées, mais pas surprises. Pas surprise parce que ce n'est pas un fait du hasard, c'est le produit de ce que nous avons toléré collectivement par rapport à la violence. Je répétais souvent que la banalisation conduit à la normalisation. Et dans la normalisation, on note une escalade de la violence. C'est le produit des normes sociales qui autorisent à punir, à sanctionner une femme. C'est le produit d'une norme qui fait du corps de la femme un espace de plaisir sadique. Parce qu'en plus de la déshumaniser, tout ce qu'ils ont fait a conduit à la déshumaniser. En plus de l'avoir fait, il y a eu un plaisir sadique de filmer. Filmer sans intervenir, ce qui pose un problème moral et éthique. Et un problème moral et éthique. Filmer dans l'intention, pas de faire des preuves, mais de prouver et de légitimer qu'on peut faire ça à une femme au Bénin en 2026. C'est inacceptable et ça nous interpelle collectivement sur ce que nous pouvons accepter et tolérer comme violence à l'égard des individus. Cela veut dire que personne de nous n'est en sécurité si nous acceptons, nous tolérons, nous normalisons que les violences soient faites à l'égard des filles et des femmes qui sont des êtres humains à part entière. Alors, merci Madame Ella Wamamara, Madame Kodia. Vous, quel regard avez-vous porté sur cette actualité-là? Merci à vous. Sur cette actualité, voilà, moi je suis dans la commune d'Abomey-Calavi. Quand j'ai eu l'information avec des collègues, je discutais et je dis, quelle barbarie sur la place publique. Est-ce que l'humanisme a déserté le forum? Qu'est-ce que nous pensons aujourd'hui de l'éducation à la base? Quelle éducation nous donnons à nos enfants à la maison? Nous, de la société civile, le regard que nous portons ou je porte au nom des autres,
c'est surtout l'éducation que nous laissons à nos enfants. Quand ces images sont filmées, moi je n'ai pas pu regarder cette vidéo à cause de la violence qui est mise, mais quand ces violences sont portées sur la place publique comme ça, quel retour nous faisons à nos enfants? Quel adulte nous voulons après que les enfants grandissent avec toutes ces violences-là? Donc, oui, comme elle a dit, l'humanisme a déserté. Il faudra qu'on travaille encore sur l'éducation de base dans nos familles, à l'école, partout où besoin sera, pour que ça ne se répète plus. Merci à vous, Madame Sena Ariel Kodia. Vous posez un problème d'éducation. Nous allons nous pencher maintenant vers M. Théodule Nouadji pour prendre son avis par rapport à cette actualité-là. Avant toute chose, permettez-moi d'envoyer mes pensées aux parents du regretté François-Xavier Nounou, qui m'a reçu dans ce même studio il y a 2 ans. Je suis revenu en mai. M'a reçu le 14 mai il y a 2 ans et puis voilà, j'ai reçu à nouveau ce choc-là, ce vide, et paix à son âme. Merci beaucoup. Paix à son âme, comme tout être humain, franchement, que j'ai été frappé de sidération lorsque j'ai vu, moi j'ai plutôt reçu en choc la vidéo. Tout de suite, j'ai failli vaciller. Puis après, je me suis demandé si vraiment ça se passait au Bénin. Quand j'ai commencé par entendre l'ethnie d'une certaine zone que je ne veux pas stigmatiser, aujourd'hui on sait que c'est Ekbe, j'ai dit non, c'est pas vrai. La dignité humaine était à terre. Et après, je me suis demandé, est-ce que ceux qui posaient ces actes-là étaient dans leur nature humaine ou s'ils sont dans un état second, parce que je n'ai pas compris comment déjà partir de la présomption de vol et s'autoriser une justice privée à domicile, aller à introduire du piment écrasé dans les parties intimes de la dame, l'écarteler et la soumettre à ce supplice. Même les animaux, je ne sais pas s'ils peuvent aller à cet extrême-là. Et comme le disait Mme Ouaman, je crois que tous ensemble, nous avons des questions à nous poser. Nous sommes allés très bas. Et il y a à nous poser la question ensemble, d'où est-ce que le Bénin est allé chercher? Et en quoi est-ce que ce cas s'inscrit dans une réalité large? En quoi ce cas s'inscrit dans une réalité plus large? Mettons que, comme ils ont commencé par le dire, les indices se trouvent dans le fait... il me semble que la loi n'est pas suffisamment dure face à ces genre de personnes. Aujourd'hui, je suis en train de me demander si je ne regrette pas, en tant qu'ancien vice-président du Conseil national consultatif des droits de l'homme, à contribuer à faire abolir la peine de mort. S'il était possible, bien qu'étant défenseur des droits de l'homme, on pouvait conduire ces gens à subir la même souffrance pour apprécier à quel degré. Pendant qu'ils faisaient ça, est-ce qu'eux, ils sont en mesure de savoir à quel degré la personne ne va pas mourir, à quel degré elle ne peut pas, et puis vous brûlez les parties qui donnent la vie. Jusqu'à quel niveau ils n'ont pas causé des dégâts, des séquelles indélébiles à cette dame-là? Je ne sais pas. Une question d'éducation s'est posée. Je crois qu'il est important pour nous de revoir les différents paramètres qui concourent à la formation de nos enfants, à nous-mêmes, puisque ce ne sont pas les enfants qui ont commis cet acte-là. On va vous entendre, vous êtes d'avis avec Mme Kodia, qui pose un problème d'éducation véritablement. Absolument, absolument, parce que c'est vrai que la foule n'a pas d'intelligence quand les gens se regroupent. Évidemment, il s'agit ici de vindicte populaire, une pratique illégale et illégitime dans laquelle plusieurs personnes ou un groupe d'individus se regroupent pour pratiquer la justice privée, appréhender les gens et pratiquer essayer de donner leur punition.
sur une base de supposition. Pendant que nous sommes dans un état de droit où, d'abord, le principe qui est de pratique chez nous et qui est consacré par l'article 17 de la Constitution, c'est la présomption d'innocence, même lorsqu'il s'agit d'appliquer la justice, de faire des enquêtes par les structures, les organes établis par l'État, puisque il existe des institutions étatiques qui ont pour rôle de connaître de ces cas. Et donc, il était important pour ces gens-là, s'ils étaient... De se référer tout simplement à la justice. Oui, et pour qu'on fouille. Même si, ce qui n'est pas sûr, ils avaient trouvé sur la dame le corps du délit, il leur revenait d'aller à la justice, tout simplement. À la justice, parce que chez nous, il est interdit de se faire justice soi-même. Alors, Madame Ella Ouamamara, est-ce que sur la base d'une supposition, on peut se décider à appliquer de tels sévices corporels à une personne, qui plus est une femme? Merci. Pour moi, rien, mais alors rien ne justifie la violence. Et rien ne justifie ce spectacle de la cruauté à laquelle nous avons été confrontés en l'espèce. Il est nul, mais alors nul n'a le droit de se faire justice. Et ces individus ne cherchaient pas à se faire justice, ils recherchaient juste à humilier, déshumaniser une femme, comme pour envoyer un message aux femmes et leur dire: vous restez toujours vulnérables et nous pourrons faire de vous ce que nous voulons, quand ça nous chante, quand on le veut et comme on le veut. C'est cela, ce n'est pas qu'ils voulaient se faire justice. S'ils voulaient se faire justice, ils avaient tous les recours possibles. Ils l'ont amené d'abord chez le chef de village, qui a joué le rôle de Ponce Pilate, qui les a laissés partir avec cette dame qui avait déjà subi les sévices et toutes les tortures possibles. Et après, il s'est trouvé un adulte pour trouver l'idée ingénieusement diabolique de la ligoter et de la passer au bûcher. Leur intention n'était pas d'obtenir justice. Ce n'est pas par le feu que le portable revenait. Leur intention, c'était cela. C'était de défier la justice béninoise et de montrer que nous avons tout un arsenal juridique qui protège la femme, mais que les mentalités sont restées ce qu'elles sont. Elles sont restées statiques. Les perceptions sur le corps de la femme sont restées statiques. Elles sont celles de on peut en faire ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. Qu'est-ce qui peut pousser, madame, qu'est-ce qui peut pousser concrètement ces personnes à agir de la sorte? Dans leur processus de socialisation, qu'est-ce qu'on leur a appris du corps de la femme? Qu'est-ce qu'on leur a appris? Lorsque nous disons ou nous apprenons aux enfants déjà qu'un garçon est supérieur à un homme, nous lui inculquons l'esprit de domination. Est supérieur à une femme, nous lui inculquons l'esprit de domination. Et quand nous alertons, depuis des années, nous alertons sur la dangerosité de ce langage-là, on trouve que nous en faisons trop, que nous exportons des théories. Voici la preuve. Et quand les gens demandent c'est au Bénin, je dis c'est bien au Bénin que vous continuez de soutenir que la femme en droit n'est pas l'égal de l'homme. C'est la première base. Et donc, on pourra faire de la femme ce qu'on veut, quand on veut, et à des degrés divers. Tous les jours, on voit des scènes pires que ce que nous avons vu. C'est parce que celle-ci a été filmée que nous avons l'élément et c'est choquant en le visualisant. C'est la première, c'est ce que nous avons appris. Et quand une femme, le corps d'une femme est punissable, puisqu'on la domine, on peut la punir et la punition n'a pas de limite. On tombe dans la bêtise humaine et c'est dans cette bêtise humaine. Il n'y a pas de justice populaire. C'est un abus de langage. Il n'y a pas de... C'est un abus de langage. La justice a ses mécanismes, elle a ses recours bien connus, bien huilés. Donc, ce n'est pas par ignorance ou par méconnaissance. C'est l'intention derrière. C'est le message derrière qu'il faut voir parce que en le faisant, ils ne récupèrent pas l'objet prétendu. Et moi, je ne me pose même pas la question de savoir qu'est-ce qu'elle a fait. Cette question n'a pas lieu d'être parce que rien ne justifie
cet acte de barbarie-là. Alors, Madame Kodjia, cette dame bénéficiait quand même de la présomption d'innocence. Pourquoi est-ce que ces individus-là ont agi concrètement comme ça selon vous? Nous avons écouté Madame Ella Wama tout à l'heure. Il n'y a pas d'argument. Il n'y a aucun argument qu'on puisse donner ici qui justifierait la violence commise sur cette jeune femme. Ce n'est pas possible. Et c'est ça ce qu'on a dit. L'humanisme a déserté totalement. Les gens n'ont plus de dignité. Les gens n'ont plus l'amour de soi jusqu'à aller avoir l'amour de l'autre. Parce que si on a l'amour de soi, on ne peut pas infliger une telle violence à son prochain. Donc, comme elle a dit, c'est l'esprit de domination. Je suis l'homme, je suis le pouvoir, je suis celui qui punit, je suis celui qui attaque. Et donc, sur la place publique, on prouve que oui, c'est nous, oui, on continue. Quoi qu'en soit tout ce que vous faites, c'est toujours nous. Donc, la femme demeure encore à ce siècle très vulnérable face à la domination des hommes. Alors, Madame Wama disait toujours tout à l'heure que cet acte posé par ces individus, c'est une façon de défier la justice. Est-ce que vous êtes d'avis? On peut voir ça comme ça parce qu'on dit nul n'est censé ignorer la loi. Ces individus sont des adultes et ils ont été éduqués, ils ont été à l'école. Ou sinon, au moins en famille, on parle de la loi. Donc, ils connaissent bien la loi, ils connaissent le chemin pour trouver leur objet. En tout cas, c'est une présomption. Rien ne prouve aujourd'hui qu'elle a pris le portable. Mais pour trouver une solution. Mais ils veulent montrer, comme elle a dit. Sinon, ils n'auraient même pas apporté ça sur la place publique. Ils ont filmé, ils ont montré, regardez. Je vous ai dit tout à l'heure, moi, je n'ai pas pu. Parce que si on est humain... Face à ça, la cruauté... La cruauté, ce n'est pas possible. Si on est humain, on ne peut pas voir ça. Et donc, on ne peut pas infliger cet acte à son prochain. Monsieur Théodule Nouachi, on parle surtout dans l'opinion publique de justice populaire. Et Madame Wama tout à l'heure parlait, selon elle, que c'est un abus de langage quand on parle de justice populaire. Monsieur Nouachi, quelle est votre lecture de cela? Merci beaucoup. Avant cela, je voudrais mettre Madame Wama à l'aise. Parce qu'elle a le sentiment à fleur de peau, et c'est normal. C'est une femme qui une mère, je comprends. Moi-même, je suis transi par les mêmes sentiments. Bon, je fais l'effort de me calmer. Vous allez constater que ce n'est pas de mes habitudes de rechercher les mots pendant que je parle. Mais franchement, le choc est là, toujours. Je la calme parce que lorsque elle... à regarder les articles 23 et suivants de notre Constitution, au moins, il est proclamé que la femme est l'égale de l'homme. Et donc, quand elle, dans son émotion, disent que les textes ont prévu que la femme n'est pas l'égale de l'homme, c'est ce que j'ai cru entendre. Oui. Mais dans les normes, ce n'est pas accepté et interprété. Oui. Très bien, c'est ce que j'ai cru entendre. Et puis, lorsque vous convoquez l'article 8 de notre Constitution, il est bien écrit. Et en une phrase courte, la vie humaine est sacrée et inviolable. Et donc, pour dire que rien ne serait, comme ils l'ont dit, je l'appuie, justifier une telle barbarie, une telle cruauté humaine. Et puis, je suis d'accord avec elle que c'est une déviance que de parler de justice populaire. C'est vrai que le droit à appréhender lorsque la foule se charge ou un groupe d'individus, les gens qui, dans une émotion incontrôlée, se jettent une personne présumée auteur coupable de ceci et de cela, se donne le droit de juger leurs semblables sans passer par les mécanismes prévus par l'état de droit, alors on parle de vindicte populaire, ce qui est illégal et illégitime. Et au regard de la loi, viole les droits humains, contraire aux dispositions de la loi. Et donc, ils l'ont déjà dit, ils ont défié la loi, ils vont se retrouver face à la loi. Et je crois que dans ce cas, vous verrez, le Code pénal 2018-16 du 28 décembre 2018 a prévu, dans cette disposition des articles 309 à 312, sans que je ne cherche
à me substituer aux juges et aux magistrats prévu les peines qu'il faut pour réprimer de tels actes. Donc je crois que ceux qui sont qualifiés s'en chargeront comme il le faut. Alors, Madame Ouama Mara, je vais revenir vers vous parce que quand on analyse tout ce qui s'est passé et vu la ferveur qu'il y a eu autour de cette actualité, les droits de l'homme, les défenses de la femme, beaucoup de personnes sont montées au créneau pour dénoncer. Nous avons constaté également que vous l'avez fait. Quel était l'état d'âme dans lequel vous étiez en dénonçant cette actualité-là? Merci. Je tiens à saluer vraiment la promptitude et la proactivité dans la réaction de tout le système judiciaire et de toutes les institutions qui protègent la vie humaine. Je ne parlerai pas seulement de la femme, mais la vie humaine. C'est un signal fort que ce n'est plus accepté au Bénin. Et ça, c'est vraiment à saluer et à souhaiter qu'on ait toujours la même réaction pour qu'enfin les lignes puissent bouger, qu'on se dise ce n'est pas tolérable et ça ne sera pas accepté, c'est sans complaisance au Bénin. Bien évidemment, nous devons élever nos voix pour dénoncer ces déviances. Nous le faisons tous les jours et quand on est face à ce cas où la vidéo, l'élément soulève ou touche les sensibilités, c'était pour nous l'occasion de monter, de dire nous alertions sur ce que collectivement nous acceptons en termes de violence et que si nous banalisons les petites violences, si nous ne faisons pas attention au paradigme de l'éducation des enfants, nous allons aboutir à des cas extrêmes. Et voilà l'exemple, c'est ce que j'ai appelé le spectacle de la cruauté. Et je ne me suis pas contentée de juste dénoncer sur l'émotion, mais de repartir sur les normes de genre qui alimentent ce genre de comportement pour que des jeunes, entièrement jeunes, puissent se livrer à de tels actes de barbarie. Et je pense que individuellement et collectivement, chacune et chacun s'est miré pour voir quelle est sa part dans les autres formes de violence et se dit, j'ai peut-être échappé quand on avait commis tel ou tel acte. Parce que c'est hyper important le fait que les réseaux sociaux aient joué ici un rôle que j'appelle un rôle ambivalent. Ils ont permis de dénoncer, mais quand on ne fait pas attention aussi, les réseaux sociaux peuvent permettre à la forme de dénonciation, ça peut légitimer ou transformer un crime en spectacle. Alors, madame, je vais rester avec vous. Alors, pourquoi est-ce que malgré, à entendre M. Nouachi tout à l'heure, malgré l'existence de toute cette pléthore d'articles, de textes de loi, on continue d'avoir ce genre de pratiques? Je l'ai dit clairement dans mes posts. Le système judiciaire, juridique, tous les dispositifs sont allés très vite. Les mentalités vont encore très lentement. Et on ne règle pas un problème social avec le tout juridique. Donc, il y a un aspect d'éducation, de déconstruction des normes que nous n'avons pas fait ou que nous avons tardé à faire. C'est ce que nous essayons de faire. Et derrière ça, on dit, ah, vous voulez toucher la culture. Lorsque nous disons, il faut qu'on interroge nos normes pour voir celles qui valorisent l'humain. Une norme qui ne respecte pas la dignité humaine n'est pas une tradition, une culture à promouvoir. Et tant qu'on n'aura pas fait ce travail-là, on a beau avoir tout le dispositif juridique, on sera dans le tout répressif. Alors qu'avec la déconstruction des normes, nous entrons dans le préventif. Il faut pouvoir éviter que des vies humaines soient détruites et que la justice ait à gérer des cas sociaux comme ça. C'est cela ce qu'il faut faire. Et c'est ça qui justifie. On a les lois et des personnes qui connaissent très bien la loi. Parfois, des personnes même censées appliquer la loi sont celles qui la violent. Simplement parce que dans leur tête, ils ne sont pas déconstruits. Ils n'ont pas intériorisé. Ils ont peur de la sanction, mais ils n'ont pas internalisé le respect de la dignité humaine. Et tout part de là. Alors, Madame Nkodia, vous l'avez soufflé tout à l'heure, il y a ces personnes-là qui maîtrisent bien évidemment les textes de loi et qui
pourtant se versent dans cette pratique-là. Alors dites-moi, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on constate que dans cette même société, des gens commettent des actes barbares et dans cette même société-là, il y a des gens qui les protègent? Il y a des gens qui protègent ces gens qui commettent des barbaries, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas prêts à dénoncer, voilà. Oui, comme elle l'a dit tout à l'heure, dans leur subconscient, ils ne s'éloignent pas des normes acquises en CRIF aujourd'hui. Je parlais tantôt de l'éducation à la base. Autrefois, à l'école, nous faisions éducation morale, civisme, citoyenneté à l'école. Ça n'existe vraiment plus. Si on pouvait ramener ces choses-là à l'école, si on pouvait ramener ces éducations-là à l'école, à la maison, continuer à suivre les enfants, ça va être bien. Parce que, comme je disais, les enfants écoutent, voient, ils entendent. Moi, mon regard, c'est sur ces enfants-là. Qu'est-ce qu'on leur laisse, ces enfants-là? Quel héritage est-ce qu'on laisse à ces enfants? Nous, par exemple, on parle d'enfants en joie. On dit quand l'enfant est en joie, on a des adultes équilibrés. Qui étaient ces enfants? Les adultes d'aujourd'hui. C'était des enfants en joie? On ne sait pas. Il faut fouiller. Est-ce que c'était des enfants en joie? Comment est-ce qu'ils éduquent leurs propres enfants aujourd'hui? Parce qu'un papa qui veut faire ça à une maman, même si ce n'est pas son épouse, une maman, s'imagine que la dame a un enfant, s'imagine que lui-même il a des enfants qui pourraient voir ça un jour. Donc rien, le trauma qu'il laisse aux enfants, on ne sait pas ce que ça va donner après. Donc, c'est vraiment ça qui me préoccupe, moi. Si on peut ramener l'éducation civique et morale, dire aux enfants qu'il y a le respect de la vie qui est importante, le respect de la citoyenneté, des institutions de nos pays qui est important, ce serait très bien. Alors, puisque vous en parlez, le respect des institutions de la République, M. Nouadji, est-ce qu'on peut dire que c'est un problème de déficit d'application des tests ou de confiance envers la justice? Non, mettons que je voudrais d'abord appuyer les dames pour apprécier leur analyse du point de vue de la socialisation dont ils ont parlé et reconnaître aussi qu'il existe dans nos pays des leaders toxiques. Des leaders toxiques qui, au lieu d'apporter du positif, contribuent dans la négativité, à détruire. Lorsque on dit que la dame, quand vous l'avez écoutée, elle dit c'est un papa qui a décidé que ça ne va pas se terminer comme ça. Et certainement celui-là est écouté dans le milieu, lorsqu'il parle, c'est l'autorité. Voyez-vous? Mais voilà ce qu'il a produit comme résultat. Et donc il faut, dans ce que nous appelons les sages et les leaders aussi, identifier ceux et qu'il faut sortir du jeu pour que ça ne continue pas, parce que celui-là est franchement négatif. Votre question était? Je voudrais savoir si ce problème-là, c'est un déficit d'application des tests ou bien une confiance envers la justice. Mettons que il y a plusieurs niveaux d'intervention de l'État. Pour régler ce problème-là, à mon avis, lorsque vous prenez notre Constitution, même modifier l'article 40 demeure, qui prévoit que l'État puisse faire la propagande, c'est-à-dire, comment vous dites ça, et puisse vulgariser toutes les lois, de façon à ce que nul ne puisse dire où il se trouve, puisque ça doit se faire dans les langues aussi, de façon à ce qu'il ne disent pas un jour, je ne savais pas, même s'ils ne savaient pas, tout le monde est supposé connaître la loi. Et donc, il y a ce travail-là. Si l'État ne le fait pas, ne le peut pas, que l'État mette les moyens aux ONG qui sont dans ce domaine-là, et qu'on aille au niveau des médias de proximité. Lorsqu'ils laissent les réseaux sociaux aujourd'hui, les radios communautaires ou autres, où on parle nos langues, nous avons essayer de beaucoup expliquer ces choses-là. Les gens, dans certains milieux, ignorent la loi. Même quelquefois, ils ne défient pas la loi. Ils ignorent la loi, ils ne la connaissent pas. Et puis, ne connaissant pas la loi, ils la violent allègrement. Il faut aussi que, lorsque nos lois sont prises,
que le législateur aussi fasse l'effort d'aller chercher à comprendre l'effet de l'application de la loi. Un retour sur la société. Oui, pour savoir la loi que j'ai votée, qui est promulguée et qui désormais est en vigueur, quel effet ça produit sur la société, quel retour j'en ai. Et pour savoir si la loi convient à la société, puisque la société même est dynamique, elle évolue, il faut que nous puissions suivre tout ceci. Et il ne faut pas qu'on laisse penser, et j'en finirai, à ceux qui sont supposés entre griffes ignorer la loi, que la justice n'en fait pas assez. Parce que si on confie ça à la justice, demain on va avoir tel autre résultat, il vaut mieux que nous en finissions. Il faut sortir ça de la tête des gens en ayant la réactivité qu'il faut. Et cette fois-ci, je salue la police républicaine, je salue la brigade des mœurs, la brigade des mineurs, toutes ces structures-là qui ont convergé leurs efforts pour aboutir à ce résultat. Il semble que sur les sectes qui se sont regroupés pour commettre l'innommable, il y a un qui est toujours en cavale. Ça veut dire quoi? Et je crois que les deux dames le disaient tout à l'heure, que les gens sont conscients de ce qu'ils faisaient. Sinon, après avoir commis un tel acte, si tu trouvais ça normal, tu ne devrais pas tenter d'échapper à l'appréhension. Non, est-ce que ce n'est pas parce que, oui, après avoir commis l'acte, c'est après ça qu'ils se sont rendus compte que ce que nous avons fait, c'est pas bien. Et comme ils ont commencé à attraper les autres... Madame Kodiala dit, pensiez-vous que ces messieurs-là messieurs et dames seraient en mesure de faire subir un tel supplice à leur enfant? Non, la question est là. S'ils ne peuvent pas le faire à leur enfant, ils n'auraient jamais dû penser. Mais attends, je continue de le dire. Jusqu'à présent, je me demande si c'est au Bénin. C'est vrai que nous avons conduit la Vendée populaire. Il a volé une moto, les gens se jettent. Ça a commencé par disparaître à souhait et avec la satisfaction de tout le monde. Mais là où nous sommes allés, la barbarie était à son paroxysme. Merci beaucoup. Il faut frapper fort et très fort. Alors, Madame Wama Mara, l'autre aspect de la chose, c'est que pendant que ces individus commettaient cette barbarie, il y a un qui prenait du plaisir à filmer. Et c'est là où le véritable problème est. Est-ce que celui-là qui filmait était véritablement conscient du fait que ce qu'il posait comme acte en filmant était normal ou bien c'était juste un effet de foule? Merci. Je n'aime pas trop qu'on parle d'effet de foule parce que c'est plutôt l'effet de dilution de la responsabilité. Et ce qu'ils ont fait, c'est parce qu'ils se disaient que ça ne serait pas su. Et c'est pour ça que nous insistons pour que personne ne couvre les violences, quelle que soit leur forme. Il faut dénoncer pour qu'on arrête très tôt et qu'on n'en arrive pas à avoir des scènes comme ça. Monsieur Nouati l'a dit, il y a 2 ou 3 décennies en arrière, la vindicte populaire était la norme. La justice a repris le dessus aujourd'hui. Ce phénomène a presque disparu. Ce doit être pareil avec les violences basées sur le genre. Il n'y a pas de violence conjugale, il n'y a pas de secret de famille, il n'y a pas de linge sale à laver, il n'y a pas à culpabiliser doublement la victime. Vous savez, quand il y a un cas de violence au Bénin, notre réflexe, c'est de plutôt disséquer la vie de la victime pour voir si elle n'a pas contribué, si elle n'est pas fautive. Rien ne justifie la violence et nous devons avoir collectivement le même langage de tolérance zéro face à la violence. Cette personne qui filmait sans agir, c'est ce que nous remarquons, même active. C'est ce que nous remarquons aujourd'hui, même en cas d'accident, au lieu de secourir, on veut filmer. D'accord. Filmer, d'accord. Si cela avait été filmé avec l'intention de servir d'élément probant, la vidéo n'aurait pas été diffusée sur les réseaux sociaux, mais elle aurait été déposée à la brigade et le visage de cette dame aurait été flouté. Donc, il y a, comme je l'avais dit, un problème d'éthique et de morale. Et je dis, cette manière de vouloir diffuser ou republier pour amplifier
parfois aboutit à légitimer. Parce que les commentaires qu'on reçoit après font finalement que la victime devient doublement victime. On cherche des justificatifs à l'auteur, on cherche des fautes à la violence. Nul n'est jamais victime. Aucune femme n'est jamais victime de la violence qu'elle subit. Jamais. Parce qu'il y a une autre alternative à la violence et qu'on peut régler les problèmes autrement que par la violence. La violence n'a jamais réglé un problème. Merci beaucoup, Madame Ella Wamamara. Alors, Madame Kodia, comment expliquez-vous, selon vous, que des personnes filment des actes de barbarie en pleine action? Oui, ces personnes qui filment ont oublié que sur le numérique, nous avons également des droits. Et comme a dit Madame Wama tout à l'heure, cette personne est complice du crime qui est organisé et donc doit être punie au même degré que ceux qui ont commis le crime. Et on doit punir toutes ces personnes-là jusqu'à la dernière rigueur. Excusez-moi, c'est vrai qu'on parle de droits humains, mais notre juriste a dit tout à l'heure, si on ne peut plus, je m'excuse, mais on devait aller même à la peine de mort. C'est-à-dire qu'on devait éradiquer toutes ces personnes-là de notre territoire. On devait en finir. Parce que ces personnes auraient commis des actes barbares, on doit se référer à cette pratique ancienne. Non, je ne voudrais pas qu'on en revienne là, mais si on pouvait faire heureusement, sinon si on allait là, c'est pas mal quoi. On doit en finir avec eux. Alors, Monsieur Nouati, est-ce que la diffusion de ces vidéos aggrave-t-elle la violence ou permet-elle de dénoncer? Très rapidement. Ma réaction sera à 3 niveaux. Bien que j'appelle la justice à sévir avec la dernière rigueur, je voudrais saluer la personne qui a filmé. Parce que c'est le premier indice qui nous a permis de savoir qu'un tel truc s'est passé. Sinon, ça aurait pu être en vase clos et passer sous silence. Et donc, c'est la première personne à travailler pour la police et à nous permettre d'aboutir à ce résultat-là. Je n'encourage pas. Je voudrais dire que, je crois que les deux dames l'ont dit, les réseaux sociaux ont un rôle ambivalent. Ça nous aide à la fois, ça nous détruit parce que, à force de multiplier, démultiplier, heureusement que les instances sont intervenues pour dire d'arrêter, que ceux qui continuent de diffuser pouvaient être pris comme complices et puis ça s'est arrêté. Sinon, les réseaux sociaux contribuent à la banalisation et à la démocratisation de la violence. Et ça fait que ça entre dans notre milieu comme si c'est comme une chose de tous les jours. On peut ne pas prendre ça comme une chose grave. Et donc, dernier, troisième niveau où je voulais parler, lorsque vous entrez dans certains milieux, partout où il y a la foule, chacun veut prendre le pouvoir, prouver que je suis en mesure de, je sais faire telle chose. Je crois que c'est ça qui a conduit à celui qui a filmé pour prouver que, bon, écoutez, moi aussi là, j'ai réussi à, et à l'introduire sur les réseaux sociaux, et voilà ce à quoi ça conduit. Il faut que un petit espace de clémence nous soit accordé à ces 7 messieurs-là, que le dernier, que toutes les personnes au monde contribuent à appréhender le dernier, qu'on leur colle la loi, la dernière, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Nous allons faire un tour de l'autre côté de la régie pour suivre cette déclaration intervenue juste quelques minutes après. Il s'agit bien sûr de la présidente de l'INF. On va suivre. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, la vidéo qui a été portée à la connaissance du public depuis ce matin, concernant un fait qui s'est produit à Ekpé, dépasse l'entendement et heurte profondément notre conscience collective. Les images d'une jeune fille attachée, nue, soumise à un acte de torture d'une cruauté inqualifiable, sont insoutenables. Aucun motif, aucune frustration, aucun acte répréhensible que cette jeune fille aurait commis ne peut justifier une telle barbarie. Les faits commis sont d'une gravité extrême. Aucune complaisance ne sera tolérée. Toutes les voies légales seront mobilisées, y compris au-delà de nos frontières si nécessaire,
afin que justice soit rendue et que des sanctions exemplaires soient prononcées. L'INF se battra pour cela. Aux côtés de la victime et de la justice, nous n'entendons en aucun cas laisser passer un tel acte de violence visant à humilier, torturer, dégrader et détruire une jeune fille. J'en appelle à la responsabilité collective. Nous devons refuser la banalisation de la violence, continuer de dénoncer de tels agissements et protéger les victimes. Le silence et l'indifférence sont les alliés de la barbarie. Ce soir, notre message est clair. Aucune société digne de ce nom ne peut tolérer de tels actes. La justice passera. Elle sera implacable. Nous y veillerons. L'INF s'est auto-saisi. Le parquet compétent et la police sont déjà à pied d'œuvre. La machine de la justice est en branle. L'INF se tient pleinement aux côtés de la justice pour que la victime bénéficie d'une prise en charge complète et digne. Tout sera mis en œuvre pour lui garantir un accompagnement sanitaire, psychologique, juridique et judiciaire à la hauteur des souffrances qu'elle a endurées. Je salue sincèrement le refus de la tolérance de la violence à l'égard de la femme et de la fille et la veille citoyenne qui ont inspiré le partage de la vidéo en guise de dénonciation. Cela a été d'une grande utilité. Cependant, je voudrais rappeler que continuer de relayer cette vidéo qui montre le visage de la victime, c'est prolonger la violence qui lui a été infligée, même si telle n'est pas l'intention. Je demande donc que cette vidéo cesse d'être partagée sur les réseaux sociaux et sur toute autre plateforme, parce que cette vidéo montre le visage de la victime. Continuer à la relayer expose à des poursuites. À l'avenir, lorsque des contenus de cette nature seront utilisés à des fins d'information, l'alerte étant un excellent réflexe, je recommande fortement qu'il fasse l'objet de précautions strictes, en particulier le floutage du visage et de tout élément permettant d'identifier la victime afin de préserver son intégrité et son droit fondamental à la dignité. Je lance enfin un appel solennel à toute personne disposant d'informations utiles. Votre témoignage peut être déterminant. Si vous avez été un témoin direct ou indirect de ces faits, si vous reconnaissez un lieu, une voix, un visage ou tout autre élément permettant d'identifier les auteurs, je vous invite à vous rapprocher immédiatement des autorités compétentes. Des dispositifs sécurisés sont mis en place pour garantir strictement votre anonymat et votre protection. Vous pouvez nous joindre à l'INF au 01 51 07 88 88 ou sur notre ligne verte, le 114. Parler, c'est contribuer à faire éclater la vérité et à rendre justice à la victime. Alors voilà, vous venez de suivre la présidente de l'INF, Mme Bokpe Yankadja, qui se prononçait sur cet acte de barbarie commis par ces individus sur cette femme à Ekpe. Alors Mme Wama Mara Ella, dites-nous, est-ce que le silence ou l'inaction des témoins joue-t-il un rôle? Le silence, c'est de la culpabilité. Et la loi est claire. Si vous avez été témoin et que vous n'avez rien fait, vous êtes un complice. Et en matière de crime, le complice est puni de la même peine que l'auteur ou l'autrice de l'acte. Donc, nous devons sortir. Le silence n'est plus une option. Et la dénonciation est totalement anonyme. Donc, vous êtes entièrement protégé. Personne ne dira, c'est M. Cyr qui nous a informés. Vous êtes totalement protégé. On doit dénoncer. Ce n'est pas la personne qui dénonce qui crée des problèmes, mais qui permet plutôt de régler les problèmes. Et de nous, dans notre culture, la personne qui dénonce, c'est elle qui vous a livré, c'est elle qui vous a envoyé en prison. Non, ce sont vos actes qui vous ont envoyé en prison. Et dénoncer, c'est prévenir d'autres crimes. Il faut qu'on puisse sécuriser notre société pour les enfants d'aujourd'hui et pour les enfants à venir. Si on doit se promener avec des criminels qui ne conçoivent pas les autres êtres humains comme une part entière de l'humanité, c'est totalement dangereux. Il faut dénoncer dans l'anonymat lorsque vous êtes informé.
Votre rôle n'est pas de faire le procès. Vous avez seulement dénoncé. Parlons, libérons la parole et dénonçons. Il y va de la sécurité de toute notre société. Merci beaucoup, Madame Ella Wamamara, Madame Koutia. Est-ce que vous êtes d'avis qu'il faut dénoncer quand il le faut et ne pas avoir peur de quoi que ce soit, il faut dénoncer? Je soutiens la prise de parole de Madame Ella Wama. Le silence est coupable. Depuis toujours. Donc, il faut dénoncer jusqu'à le dernier coupable, jusqu'au dernier coupable. Il faut dénoncer. Et comme elle a dit, c'est anonyme. Et l'INF a donné un numéro, je vais appeler numéro vert, je crois. Un numéro quand même. Donc aujourd'hui, il faut que ceux qui savent filmer se disent, je peux prendre mon portable aujourd'hui et appeler un numéro vert. Passer l'information. C'est assez suffisant. Nous n'avons pas besoin qu'ils filment et qu'ils déposent sur la place publique. Donc il ne faut plus rester coupable. Monsieur Théodule Nouati, les deux dames ont dit l'inaction est une chose qu'il faut combattre dans ces genres de cas. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, sans aller à la délation, je crois que celui qui, face à un crime, garde le silence est aussi coupable, sinon plus coupable, que l'auteur du crime. Il faut dénoncer, mais dénoncer lorsque la dénonciation ne constitue pas pour vous un danger, parce que vous pouvez aller à la dénonciation et vous mettre en insécurité vous-même. Voilà pourquoi j'apprécie tout à l'heure ces numéros qui peuvent permettre de faire le travail dans l'anonymat. Le dénonciateur, a besoin d'être protégé. Il faut que l'État veille à cela, faire en sorte que le dénonciateur soit protégé, et puis que le dénonciateur lui-même, par son initiative, en dénonçant, fasse en sorte d'être sécurisé. Merci beaucoup, Monsieur Théodule Nouati. Je vais revenir à vous, Madame Ella Wama. Cette question-là, elle est vraiment très importante pour moi et je vais vous la poser. Est-ce que ce drame révèle-t-il des fragilités liées au genre? Bien évidemment, c'est clair. Et vous avez vu la réaction de l'Institut national de la femme. Ces personnes n'auraient jamais agi de la même manière si elles avaient été en face d'un homme. Et pourquoi? Les sévices préalables qu'elle a subis avant de passer au bûcher, c'est parce qu'elle est femme qu'on a touché à son intimité. Premier élément. Le second, comme on l'a dit, la domination est dans le jeu de la domination, dans notre société, c'est la femme qui est dominée, qui est perçue comme vulnérable, qui est perçue. Ce n'est pas du tout un stéréotype, c'est un constat qu'il faut justement déconstruire. On ne peut plus continuer à accepter qu'au nom d'une quelconque dénonciation ou je ne sais pas au nom de quelle unité de mesure, on considère les femmes comme faibles et donc qu'on peut en faire ce qu'on veut. C'est parce qu'elle est une femme, le fait qu'elle soit une femme est un facteur de vulnérabilité qui a permis qu'ils arrivent à ce niveau de cruauté envers elle. Le corps de la femme est toujours perçu comme punissable et c'est le lieu de tous les plaisirs sadiques des hommes de notre société. Et il faut que ça s'arrête. Plus jamais ça au Bénin. Merci beaucoup, Madame Ella Wamamara. Nous tendons progressivement vers la fin de cette émission. Alors, comment prévenir ces violences collectives? Je reviens à vous, Madame Ella. L'éducation. L'éducation est fondamentale. Et lorsque nous parlons de l'éducation, nous ne parlons pas de l'instruction seulement. L'éducation, ça veut dire que ça commence à la maison. C'est la base. Deuxième élément, qu'est-ce que collectivement notre société accepte ou admet? Quelles sont les normes que nous voulons promouvoir? Quelles sont les valeurs que nous voulons promouvoir? Nous voulons promouvoir la vie humaine comme sacrée et inviolable. Nous voulons promouvoir la dignité humaine comme non négociable et inaltérable. Quelles sont les valeurs que notre société promeut? Qu'est-ce que nous pouvons tolérer, accepter ou ne pas accepter? Face à un cas de violence, quel doit être mon premier réflexe? Ça ne me concerne pas. Ah non, je ne veux pas créer des problèmes. Ils peuvent gérer ça. Ou bien, non,
C'est pas possible que ça se passe comme ça et on dénonce et on fait. Donc pour prévenir, il faut revoir les paradigmes de l'éducation et il faut déconstruire les normes toxiques qui encouragent la domination et les perceptions toxiques sur les droits des femmes et le corps des femmes. Merci beaucoup. Madame Koudia, votre avis sur cette question-là, et ce sera véritablement votre mot de la fin aussi. D'accord, merci à vous. Nous n'allons pas prétendre de la force physique qu'un homme a pour dire qu'ils sont masculins. C'est-à-dire que certains hommes veulent dire je suis viril et donc voilà c'est moi. Il ne faut pas prétendre cela. Et l'autre chose, pour en arriver à ne plus avoir ces faits de société, nous devons collaborer avec les leaders religieux, comme a dit notre juriste tout à l'heure. Responsable, monsieur. Les leaders religieux responsables. Très responsable, positif, pas toxique, pour qu'ils nous aident sur l'éducation à la base, à la racine, qu'on nettoie les systèmes qui sont préétablis, qui disent que l'homme a domination sur le corps de la femme. Globalement, et on doit chercher l'équilibre entre sanctions, c'est vrai, punir jusqu'à la dernière rigueur, et sensibilisation. C'est-à-dire que ne pas nous fatiguer sur la sensibilisation. Continuer à en parler, l'éducation à la base, même les adultes qui ne sont pas encore bien réglés, les aider, continuer à leur parler jusqu'à ce qu'on atteigne l'équilibre. Monsieur Théodule Nouati, votre avis sur cela, et ce sera également votre mot de la fin. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a beaucoup de groupes vulnérables qui sont déjà protégés, les personnes âgées, les femmes, les enfants. Il faut davantage les protéger. Et entre nos quatre murs, en dehors des quatre murs, à l'école, dans la rue, il faut que nous revoyions nos comportements. Et que l'Afrique ne perde pas quelque chose. Nous copions trop l'extérieur. Par le passé, quand moi je grandissais, quand on me dit, c'est toi qui te comportes comme ça, je vais dire à ta maman, je me range. Ou alors, on prend le garçon ou la fille qui se comporte mal, on la frappe correctement, on la mène devant ses parents pour dire, voilà ce que... Et puis, la société s'occupe de l'éducation. Il faut que désormais nous revenions à ces valeurs que nous sommes en train de perdre pour que la société africaine reprenne en charge l'éducation des enfants. Pas forcément pour faire de la violence sur les enfants, mais déjà la peur, oui, la peur du gendarme. Ah, j'en parlerai à tes parents. Aujourd'hui, tu parles à certains enfants, et il peut te dire, mais tu es ma maman, tu es mon papa. Simplement, banalement comme ça, parce que on n'a plus peur de rien. Il faut que nous recherchions, allons déterrer ces valeurs-là pour les remettre en selle. Merci beaucoup, Madame Ella Wamamara. Votre mot de la fin. La violence n'est pas tolérable au Bénin. La vie des femmes est sacrée. Ce sont des êtres humains à part entière. Et je pense que le signal est clair. Toute forme de violence envers les femmes sera punie avec la dernière rigueur. Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs. Face à cette situation de violence collective, que doit être la responsabilité du citoyen? Observer, alerter, intervenir ou commencer où s'arrête notre devoir. Vous pouvez réagir sur nos différentes plateformes digitales. Le drame des pères nous interpelle, mais il ne doit pas seulement nous émouvoir. Il nous oblige à réfléchir à notre rapport à la justice, à la responsabilité individuelle et collective. Une société forte est celle qui fait confiance à ses institutions et qui protège chaque vie sans exception. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt dans Regard de Société. Vous pouvez nous suivre sur nos différentes plateformes digitales, notre site internet www.etele.com, notre page Facebook ETele en direct, notre compte Twitter ETele Live, notre chaîne YouTube ETele Bénin et en direct via notre application iOS et Android ETele Bénin. ETele avec vous, pour vous.